Comme vous le savez, durant ces 2 derniers mois, j'étais au Japon. D'ailleurs, j'étais censé vous sortir un vlog, mais je me suis rendu compte que j'avais mal branché mon micro tout le long de mon voyage. J'ai envie de crever. Quoi qu'il en soit, durant mon périple sur les terres nippones, j'ai été témoin de 2 événements majeurs. Le premier, la dangerosité des toilettes japonaises. Et le deuxième, l'engouement provoqué par l'arrivée du printemps chez les Japonais. Ah, je vous assure, personnellement, j'étais comme à mon habitude seulement en train de rattraper mon retard sur la saison qui venait de se terminer. Ce mets était d'ailleurs fortement délicieux. Que je voyais déjà des Japonais s'affoler quant à la découverte de toutes les nouvelles œuvres printanières. Que ce soit Oshinoko, dont il m'a été plus difficile d'éviter les spoils que ma précédente crise hémorroïdaire. Ouais, ça c'était peut-être pas nécessaire de le stipuler. Mashle, qui était affiché absolument partout au Japon, tellement il était attendu. Mais aussi et surtout Hell's Paradise, qui avait tendance à être qualifié comme étant la pièce manquante à Mappa pour révolutionner pleinement le shonen, voire même de créer un tout nouveau Big 3. Ah, je vous promets que j'ai entendu certains japonais affirmer qu'avec le trio Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen et Hell's Paradise, on avait là un futur potentiel Big 3. Ah bah je vous avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai vu tout rouge. Non, pour moi le Big 3 est et restera à jamais High School DxD, Keijo et Prison School. Quoi, c'est pas ça le Big 3 ? Alors, personnellement, je ne connaissais pas vraiment Hell's Paradise. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques années, mais je m'étais pas vraiment attardé dessus, faute de temps. Et d'argent aussi. J'ai donc fait quelques recherches approfondies sur le sujet afin de savoir pourquoi cette œuvre était tant attendue et surtout tant appréciée. Et c'est là que j'ai appris qu'en réalité, on ne parlait pas d'un nouveau Big 3, mais plutôt du Dark Trio du Shonen Jump. Depuis quelques années, je pense que vous avez dû remarquer que le shonen s'est un peu métamorphosé. Là où à une époque, on avait principalement des œuvres bienveillantes mettant en scène des héros bourrés de valeurs très honorables telles que le courage, la gentillesse ou même l'altruisme, bah aujourd'hui, tout ça a pas mal changé. Quand on regarde les derniers shonen qui ont été adaptés en animé, on se rend vite compte que l'esprit bienveillant d'autrefois est quelque peu révolu. Que ce soit Jujutsu Kaisen et son ton sombre permanent, ou alors Chainsaw Man qui lui possède de nombreuses scènes extrêmement gore, ici on est bien loin du pouvoir de l'amitié qui avait tendance à prédominer les œuvres de l'époque. Et au final, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bah ouais, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, depuis des décennies, 3 œuvres majeures du Shonen Jump continuent d'inspirer de nombreux mangaka, à tel point que chaque année, ce sont une multitude d'œuvres qui sortent, reprenant ainsi, pour une grande partie d'entre elles, les codes de ces 3 mastodontes. Un héros au cœur pur, une intrigue bienveillante, et un monde régi par le bien. Ceci dit, malgré une formule qui a tendance à marcher, l'engouement envers ce type d'histoire finit peu à peu par s'essouffler. Certains trouvent que le genre commence peu à peu à tourner en rond, et d'autres affirment même que les héros bienveillants, c'est has-been. Et c'est là qu'intervient le Dark Trio du Shonen Jump. 3 œuvres extrêmement différentes qui ont réussi à se démarquer de par leur violence et de par leur ton perpétuellement sombre. Des œuvres bourrées de cynisme, de cruauté et de personnages très discutables. Et devinez quoi ? Ça a été un succès. Ces œuvres ont marqué les mœurs de tout un tas de lecteurs du Shonen Jump, à tel point que nombre d'entre eux estimaient qu'il s'agissait là du début du renouveau du shonen. Et ça, il y a bien un studio qui l'avait bien compris, c'est Mappa. Voyant à quel point ce trio d'œuvres plaisait déjà énormément à tous les lecteurs du Shonen Jump, Mappa, ils ont vu direct une opportunité, Et donc il a pas fallu attendre longtemps pour qu'ils décident d'adapter en animé dans un premier temps Jujutsu Kaisen et ensuite Chainsaw Man. Bon, inutile de vous dire que le succès a été au rendez-vous, À moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes déjà au courant. Et après ces 2 adaptations, le studio n'était plus qu'à une seule œuvre de détenir la Triforce du Dark Trio du Shonen Jump. Et cette œuvre n'était nulle autre que... Hell's Paradise. Suivez un peu, Hell's Paradise, ça va raconter l'histoire de Gabimaru, plus connu comme étant Gabimaru le Vide, dû notamment à sa capacité à ne ressentir strictement aucune émotion. Une appellation qui, en plus de faire monter le taux de Dark Sasuke dans le monde qui s'identifieront au personnage durant les 3 premières minutes, permet de tout de suite mettre les choses au clair quant à la véritable personnalité de notre héros. Le truc, c'est que malgré sa puissance, celui-ci se fera arrêter et mettre au cachot après avoir décimé l'entièreté de son clan. Désormais prisonnier, et n'ayant plus aucun but sur cette terre, Gabimaru ne souhaite qu'une chose, mourir. Le problème, c'est qu'il est bien trop puissant, et du coup, même s'il se laisse faire, c'est impossible de le buter. Il a beau vivre les pires souffrances qui soient, comme être écartelé, être brûlé vif, ou même écouter la pire ignominie qui soit pendant 10 heures, rien n'y fait. Même lui couper la tête, c'est juste impossible. À croire qu'il s'est badigeonné la nuque à coup de Tony Glandil, le con. C'est alors que Gabimaru perdra peu à peu l'espoir de pouvoir mourir. Et pourtant, un jour, une jeune fille nommée Sagele se présentera devant notre héros, affirmant être son bourreau. Ouais, en fait, Sagele, quand elle était gamine, elle a vu son père couper une tête avec une telle grâce que ça lui a donné envie de devenir experte en trancheuse de tête. Quoi ? Vous n'avez jamais eu de rêve dans votre vie ? Et c'est en l'affrontant que Gabimaru comprend que Sagele pourrait effectivement être apte à le tuer. Mais contre toute attente, notre héros fera preuve d'une soudaine envie de vivre. Une envie de vivre provoquée par l'amour qu'il ressent envers sa femme. Sa femme qui, non seulement possède un front aussi large qu'un terrain de foot dans Olive et Tom, mais qui en plus de ça possède une cicatrice sur l'œil droit provoquée par une barre de fer qui l'oblige à se cacher pour ne pas subir de moqueries. Oui, ceci a été provoqué par une barre de fer, ouais. Perso, moi je pensais que c'était Keiaro de Redo Affilier qui était passé par là vu la forme,
Désirant vivre, Sagiri fera alors une proposition à Gabimaru. S'il accepte de l'accompagner sur une île très mystérieuse afin de trouver l'élixir de vie, tous ses crimes seront pardonnés et il pourra ainsi retrouver sa liberté. Gabimaru acceptera et tous deux partiront alors pour une destination qui s'avère être pire que l'enfer. Lorsque j'ai entendu parler de Hell's Paradise pour la première fois, le titre m'a donné l'impression qu'on était là face à une histoire extrêmement sombre et dérangeante. Peut-être même quelque chose de similaire à Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen à base de démons et de possessions. Après tout, quand on décortique le titre, Hell's Paradise, on obtient le paradis de l'enfer. Ah bah j'ai eu 17,5 en anglais au bac hein. Du coup ouais, on s'attend à avoir une histoire assez lourde en termes de noirceur. Et pourtant, après m'être plongé dans le premier épisode de l'animé, j'ai réalisé que, bien que l'histoire n'était pas pour autant destinée à un jeune public, la principale source de noirceur de l'œuvre résidait avant tout dans l'esthétique de l'animé. Bon alors certes, c'est Mappa, hein, donc en soi, rien qu'à l'annonce du studio, on savait déjà qu'on allait avoir une bonne animation, mais ici ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que Hell's Paradise parvient magnifiquement à intégrer une atmosphère féerique à base de couleurs fortement prononcées, de décors attrayants comme cette magnifique verdure et de toute une variété de fleurs qui permettent de mettre en avant un sentiment de prospérité prépondérant. Quoi de plus pur qu'une fleur après tout? Oui bon excusez-moi, je vis en pleine ville, j'ai pris ce que je trouvais. Attends mais... sur la pisse. Et pourtant, malgré cette beauté prépondérante, on se rend vite compte qu'en réalité, le monde de Hell's Paradise est des plus glauques qui soient. Un monde rempli d'insectes aux faciès plus effrayants que celui de ma belle-mère, des géants qui pourraient même effrayer le titan bestial, et surtout une ambiance régie par la mort. Et du coup, ce contraste entre la beauté de la nature et l'horreur prépondérante qui y réside, ça renforce encore plus le côté malsain de l'œuvre, et nous plonge encore plus dans une atmosphère pesante. Et vraiment, pour moi, le prime de l'horreur, c'est ça justement. C'est cette particularité d'arriver à introduire des éléments horrifiques dans un univers censé être bienveillant. Je trouve vraiment que cette particularité, ça a vraiment tendance à renforcer le côté malsain d'une œuvre. Y'a qu'à voir Made in Abyss qui utilise volontairement des décors enivrants et des personnages enfantins pour pousser l'aspect dérangeant à son paroxysme. Ou alors tout simplement Madoka qui utilise le côté rassurant et bienveillant des Magical Girls pour introduire sa cruauté absolue. Et ici, c'est pareil. Hell's Paradise parvient magnifiquement à mêler décors rassurants et coupage de têtes à foison. 38. C'est le nombre de têtes sectionnées en seulement 4 épisodes. Mais malgré tout, on sent tout de même l'effort qu'a fourni Kakuyoji, le créateur de l'œuvre donc, quant à utiliser les décors sensationnels de son œuvre afin de délivrer certains messages importants. Par exemple, je pense vraiment que cette utilisation des fleurs permet d'établir un sentiment de prospérité et de beauté dans le monde de Hell's Paradise. Malgré le danger omniprésent et les nombreux défis auxquels font face les personnages, la présence constante de fleurs rappelle que la vie et la beauté persistent même dans les moments les plus difficiles. Les fleurs contribuent à créer une ambiance d'espoir et de résilience qui contraste avec les thèmes plus sombres de l'animé. Et personnellement, je trouve ça vraiment fascinant ce contraste. Après, je le redis parce que je trouve que c'est important de le dire, mais vraiment, Mappa fait un travail remarquable en ce qui concerne la mise en scène si particulière de Hell's Paradise. Vraiment, chaque détail est soigné à la perfection, même l'opening. Non mais en vrai, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler de cet opening? Juste l'opening, pour moi, ça suffit à classer l'animé parmi les meilleures œuvres de 2023 en fait. Tout est parfait dans cet opening. La musique, l'animation, les plans montrés. Non vraiment, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cet opening, c'est déjà un banger en fait. Enfin bref, même si artistiquement parlant, Hell's Paradise est irréprochable, je pense que le principal intérêt de l'œuvre, c'est son histoire. La force des œuvres du Dark Trio, c'est qu'aucune d'entre elles n'est prévisible. Que ce soit Jujutsu Kaisen ou même Chainsaw Man, personnellement, je n'ai jamais réussi à prédire ce qui allait se passer dans l'histoire de ces œuvres. À un point tel que chaque combat montré, je le vivais avec un investissement encore plus fort tellement j'étais incertain de l'avenir de tel ou tel personnage. Et ici, Hell's Paradise n'échappe pas à la règle. En seulement 4 épisodes où je tourne cette vidéo, l'anime a réussi à mêler un subtil mélange de narration couplé à des scènes d'action extrêmement dynamiques. Le tout saupoudré par tout un tas d'événements complètement inattendus. Non mais c'est vrai, on commence l'histoire avec un prisonnier qui souhaite crever et seulement 2 épisodes plus tard, on se retrouve dans un monde complètement surréaliste avec des héros qui charcutent des titans plus efficacement que Levi. Moi qui pensais qu'on suivrait une sorte d'équipe à la Suicide Squad composée uniquement de criminels ayant pour but de trouver l'élixir de vie sur une île inconnue, j'ai été pas mal surpris de voir qu'en réalité, le scénario était un peu plus poussé que ça et qu'il mettait un point d'honneur à créer une sorte d'intérêt constant, que ce soit les spécificités de l'île, les psychologies des personnages ou même tout simplement les événements inattendus qui se produisent, l'anime fait toujours en sorte de captiver l'attention. Alors, je vais peut-être dire un truc très risqué là, mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai ressenti beaucoup plus d'intérêt en découvrant le début de Hell's Paradise que le début de Chainsaw Man. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'adore Chainsaw Man. Non mais vraiment, je l'adore au point d'acheter les tomes 9 en japonais juste pour faire beau sur mon étagère. Mais très honnêtement, le début de Hell's Paradise m'a beaucoup plus touché que celui de Chainsaw Man. Même si la philosophie de Denji est très bien construite, il n'y a pas de souci là-dessus, je trouve que les thèmes abordés dans Hell's Paradise dès le début de l'histoire sont des plus transcendants qui soient. Dès le commencement, Hell's Paradise met un point d'honneur à faire comprendre que même les personnes les plus désabusées peuvent trouver un sens et un but à leur existence. Gabimaru, qui au départ apparaît comme un personnage sans espoir, un personnage désirant mourir, fatigué de toute la souffrance morale à laquelle il doit faire face, va très vite se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue, notamment grâce à sa femme.
Alors j'ai vu que certains trouvaient ça un peu surréaliste, en mode c'est un peu facile d'utiliser la femme de Gabimaru pour le faire changer, mais personnellement, moi je trouve que sa femme joue un rôle des plus essentiels qui soit en fait. La femme de Gabimaru est présentée comme un symbole de vie et de beauté. Les souvenirs de Gabimaru de leur temps passé ensemble sont remplis de moments de bonheur et d'espoir, et ces souvenirs contrastent avec la violence et la mort qui l'entourent. La femme de Gabimaru représente une sorte de refuge pour lui, un rappel que la vie est belle et que cela vaut la peine de la préserver. Vous voyez, c'est ça que j'aime plus que tout dans les œuvres du Dark Trio, c'est que bien qu'il soit foncièrement différent des shonen type, il garde tout de même à cœur de transmettre des bonnes valeurs, que ce soit le désir de protéger ses proches comme Yuji, la quête de bonheur et de liberté de Denji, notamment à travers les boobies, ou ici la volonté de chérir la vie de Gabimaru, bien que volontairement sombre et extrêmement malsaine, ces œuvres n'en oublient pas pour autant l'essence même de ce qui constitue un bon shonen, l'enseignement de bonnes valeurs. Outre ça, on a tout un tas d'intrigues qui ne demandent qu'à trouver des réponses. Qui sont les autres criminels? Qu'est-ce que réellement cet élixir de vie? Que s'est-il passé sur l'île? Et surtout, quelle est la vérité sur le passé de Gabimaru? Moult questions qui ne demandent qu'à trouver réponse. Quoi qu'il en soit, après la découverte de ces 4 premiers épisodes, j'ai décidé de me lancer dans la lecture de cette œuvre que je trouvais déjà particulièrement prometteuse. Je me suis donc rendu au book-off le plus proche de chez moi, je suis passé par le rayon des figurines, J'ai craqué. bichot. Et je suis ensuite passé par le rayon manga afin de lire cette pépite. Et là, croyez-moi, j'étais pas prêt. Alors, ne vous en faites pas, je ne spoilerai absolument rien de l'histoire ici, mais il faut que je vous parle un peu de pourquoi Hell's Paradise est l'œuvre qui m'a provoqué le plus de plaisir à découvrir jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ce qui m'a le plus choqué en lisant Hell's Paradise, c'est que certes, l'histoire prend des tournures complètement dingues auxquelles personne ne s'attend, mais c'est aussi et surtout à quel point les personnages sont d'une richesse absolue. Alors certes, le duo de personnages principal constitué par Gabimaru et Sagiri va grandement évoluer tout au long de l'histoire, mais ce qui est dingue dans cette œuvre, c'est que la multitude de personnages secondaires qui constituent l'histoire sont tout aussi impactants que les héros en fait. Faut savoir que le casting de personnages de Hell's Paradise est complètement dingue. Non seulement ici on ne se limite pas qu'à un trio de personnages principaux comme dans la plupart des shonen, mais plutôt à une belle brochette, disons-le, mais qui plus est, chacun des personnages possède une profondeur d'esprit assez remarquable, à tel point que l'attachement envers eux est quasi instantané. Y a qu'à voir l'engouement qu'a créé l'apparition de Chobe lorsque l'épisode 4 est sorti, ou même tout simplement Yuzuriha, qui en seulement 10 minutes d'apparition a réussi à créer tout un fan club. Ouais bon après ce personnage c'est pas forcément sa profondeur qu'on remarque en premier en même temps. Ce qui est vraiment plaisant aussi avec ces personnages, c'est qu'en plus d'être extrêmement badass, extrêmement stylé et extrêmement cool, 3 adjectifs qui vous qualifient d'ailleurs. Et ce compliment mérite au moins un abonnement. Ils sont aussi et surtout extrêmement fun. Je vous assure qu'au-delà de leur rivalité et de leur psychologie de taré, leurs interactions sont des plus agréables à suivre, et tous les moments qu'on partage avec eux sont de véritables instants plaisants. Croyez-moi, jusque maintenant, vous n'avez strictement rien vu en fait. Mais genre vraiment. Autre point franchement remarquable que j'ai noté aussi, ce sont les combats. Hell's Paradise possède tout un tas de combats juste sensationnels. Des scènes d'une violence absolue et d'une tension perpétuelle, faisant bien comprendre que personne n'est immortel et que tout peut arriver. Chaque scène montrant un combat met bien en évidence que les personnages sont tous confrontés à leur propre mortalité et à la façon dont ils vont affronter leur propre mort. Je vous jure que le fait de vivre autant de sensations à la minute, c'est vraiment jouissif en fait. Enfin bref, j'ai pas envie de vous en dire trop sur le manga parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir l'œuvre comme moi je l'ai découverte, et ainsi vivre pleinement la multitude de surprises qui vous y attendent. Quoi qu'il en soit, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce fameux Dark Trio du Shonen Jump. Depuis un moment, je vois beaucoup de monde faire une sorte de classement entre ces 3 œuvres, affirmer par exemple que Chainsaw Man est mieux que Jujutsu Kaisen ou inversement. Mais en vrai, ces 3 shonen sont totalement incomparables en fait. La force des shonen tels que Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen et Hell's Paradise, c'est qu'ils arrivent à être une sorte de bouffée de fraîcheur tout en restant fidèles au genre qu'on aime tous. Les comparer serait une erreur absolue car chacun d'entre eux, même s'ils possèdent certaines similitudes, sont extrêmement différents. Je pense très honnêtement qu'avec le temps, le Dark Trio pourrait avoir un impact assez conséquent sur l'avenir du Shonen Jump. Un peu comme le Big Three a eu un impact majeur sur la multitude d'œuvres qui sont sorties durant ces dernières décennies, je pense vraiment que ce trio sombre du shonen pourrait inspirer de nombreux mangaka à l'avenir. Après, l'objectif étant de ne pas tomber dans l'overdose. Et ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, Hell's Paradise est, selon moi, une œuvre des plus complètes qui soit. Une œuvre qui prend aux tripes, qui fascine et qui parfois même nous terrorise. Honnêtement, quand j'ai découvert l'anime, je pensais pas en devenir autant accro en si peu de temps. Et pourtant, à peine les premiers épisodes diffusés que je me suis empressé de dévorer tous les tomes. Et en japonais en plus. Comme quoi c'était addictif. Je pense très honnêtement que Hell's Paradise pourrait être le prochain animé à obtenir une renommée mondiale. Parce que, croyez-moi, bien qu'un démarrage des plus palpitants qui soit, l'histoire ne fait que commencer.
Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu vous donner envie de regarder l'animé si ce n'est pas déjà fait, chose qui m'étonnerait grandement. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment trop content de pouvoir reprendre les vidéos comme avant, parce que bon, on va pas se mentir, ces derniers mois ont été plutôt compliqués en termes de temps, de morale, et de moyens aussi surtout, hein. Mais en tout cas, maintenant ça va mieux. On est reparti pour les vidéos hebdomadaires, les amis. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Surtout que la prochaine vidéo, y a de quoi dire. Bon, techniquement, vous savez déjà de quoi on va parler, hein. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.